Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec MEDAS, www.medas-instrument-au-pluriel.com. Et accédez désormais à tous les anciens numéros de Ciel et Espace grâce à l'abonnement numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ciel-et-espace.fr. Bonjour et merci de suivre ces éphémérides radio de Ciel et Espace. Comme chaque mois, conseils d'observation, coup de cœur, conseils photo et récits astro seront au programme de cette émission. Je suis David Fossé et voici la liste des phénomènes célestes que je vous conseille d'observer en ce mois de décembre 2024. La Lune en fin croissant se couche sous l'éclat de Vénus le 4, Jupiter passe à l'opposition le 7, Saturne et la Lune sont en conjonction le 8, puis notre satellite s'approche de Jupiter le 14, puis de Mars le 17, et Mercure pointe à l'aube le 25. Pour commenter ces spectacles nocturnes, je serai accompagné comme chaque mois par Cyril Birnbaum et Sébastien Fontaine. Cyril nous dévoilera sa chronique photo en deuxième partie d'émission, et Sébastien nous contera une histoire d'astronomie dans quelques secondes. Messieurs, bonjour. 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 Alors Sébastien, chaque mois, c'est vous qui démarrez cette émission en nous racontant une petite ou une grande histoire autour de l'astronomie. Ce mois-ci, quel est le thème de votre chronique ? Alors on va parler de la Lune, de ses mouvements, et tout part d'un petit débat dont j'étais témoin il y a quelques semaines, qui portait sur le nombre de lunes dans l'année. Alors déjà, il faut s'entendre par le nombre de lunes, et donc le débat portait sur 12 ou 13 lunes. Alors j'ai compris de quoi vous voulez parler les gens, à savoir est-ce qu'il y avait 12 ou 13 pleines lunes. Et oui, c'est qu'une lune, on est d'accord. Exactement, il n'y a qu'une seule lune, notre satellite naturel, n'est-ce pas ? Et donc, c'est vrai qu'il y a des années où on a un nombre de pleines lunes plus important que d'autres. La réponse, elle est assez simple, on l'a déjà évoqué, mais c'est le prétexte pour reparler un petit peu du mouvement de notre satellite. Pour expliquer les phases de la Lune, il y a plusieurs choses à avoir en tête. La Lune est éclairée par le Soleil, elle tourne autour de la Terre, et en fonction de sa position, depuis la Terre, on la verra différemment éclairée par notre étoile, et donc c'est ça qui va provoquer le phénomène des phases de la Lune. Deux mouvements de la Lune sont vraiment à noter, deux périodes devrais-je dire, la période sidérale et la période synodique. Donc la sidérale, ça correspond à l'intervalle de temps qu'il y a entre deux retours consécutifs de la Lune par rapport à un repère fixe, comme une étoile. Plus simplement dit, c'est le temps que met la Lune pour faire le tour de la Terre, c'est-à-dire 27 jours et 8 heures environ. Ça, c'est la Lune autour de la Terre. La révolution ou la période synodique, du grec chemin parcouru ensemble, c'est l'intervalle de temps qu'il y a entre deux conjonctions avec le Soleil. En gros, c'est la période de la lunaison, c'est le retour à une même phase, et ça vaut 29 jours et demi. La différence entre les deux périodes tient au fait que durant le moment où la Lune fait le tour de la Terre, le couple Terre-Lune tourne autour du Soleil, et donc il faut rattraper un petit peu le décalage pour retrouver la Lune avec une même phase. Donc la Lune se déplace très vite dans le ciel, on le dit régulièrement à ce micro, mais c'est peut-être le moment de le rappeler quand même, puisque la Lune se déplace par rapport aux étoiles de l'équivalent de son diamètre en une heure. Ça vaut à peu près 13 degrés par tranche de 24 heures, et si vous l'observez durant un mois, en plus de la voir se présenter à vous sous toutes ses phases, vous la verrez traverser chacune des constellations du zodiaque. On peut également relever que d'un soir à l'autre, la Lune à nos latitudes va se lever avec 50 minutes de retard. Donc la Lune est en mouvement perpétuel par rapport à la Terre et par rapport aux constellations, ce qui fait donc que, en gros, tous les mois, on a bien une pleine Lune, mais dans une année, on ne va pas caser exactement 12 pleines lunes ou 13. Donc voilà pourquoi, en gros, tous les 3 ans, on a une année avec 13 pleines lunes. 2024, il n'y a pas 13 pleines lunes, mais 13 nouvelles lunes. Mais l'explication est la même, je ne vais pas la refaire, d'accord ? C'est en 2026 qu'on aura une année à 13 pleines lunes, et c'est là où certains pourront parler de la pleine lune bleue, puisque la lune bleue, c'est la fameuse 13e pleine lune. Donc voilà pour ces petits rappels concernant le mouvement de notre satellite. Et je tiens encore un tout petit peu le micro. On est en décembre. Je vous rappelle que la hauteur de la Lune change considérablement en fonction des saisons. Donc quand elle est pleine, c'est qu'elle est à l'opposé du Soleil par rapport à nous qui sommes sur Terre. Donc elle brille toute la nuit, se lève quand le Soleil se couche quand le Soleil se lève. Et donc en fonction des périodes de l'année, en fonction des saisons, vous avez des pleines lunes extrêmement hautes
à certaines saisons et des pleines lunes extrêmement basses à d'autres. Je vous laisse le soin d'observer un petit peu la Lune et de savoir s'il faut préférer les pleines lunes d'été ou d'hiver. Mais je le dis quand même, la pleine lune est détestable quoi qu'il arrive. Pour les observateurs du ciel profond. En tout cas, il a fallu plusieurs siècles d'astronomie et de calcul et de compréhension de ce qui nous entoure pour arriver à ce que vous venez de décrire, il faut le signaler. Ah oui, complètement. Même aujourd'hui, la théorie de la Lune est extrêmement complexe et c'est très difficile de prévoir, même à moyen terme, la position précise de la Lune. Il y a beaucoup d'éléments perturbateurs dans le système solaire qui contraignent les mécaniciens célestes justement dans leur prédiction finalement. C'est aussi la raison pour laquelle, même quand il y a des éclipses de soleil, aujourd'hui on dit les éclipses de soleil c'est connu, c'est très bien, c'est joli, c'est tout ce qu'on veut, mais on maîtrise parfaitement les mouvements, pas du tout. Il faut vraiment bien chronométrer ces différentes positions de la Lune par rapport au soleil lors des éclipses. Ça permet d'affiner encore la théorie de la Lune. Très intéressant. Cyril, oui ? Oui, en fait il m'est arrivé une anecdote cet été en Suède. Donc j'étais sur une latitude élevée, doit être à 68 degrés de latitude, alors qu'ici on est plutôt à 45, enfin à moins de 50. Donc il y a quelques années, j'avais déjà remarqué qu'une pleine lune du mois d'août est très basse. Donc je révèle quand même un premier secret que tu voulais que tout le monde découvre, mais tant pis. Comment tu me coupes l'herbe sous le pied. Mais surtout, ce qui est rigolo, c'est qu'en Suède, à des latitudes très hautes, donc sur ce mois d'août, c'est-à-dire qu'une pleine lune, en fait, elle apparaît, c'est-à-dire que on part de France sur un premier quartier et on a la lune, mais quand on arrive en Suède, en fait, elle se lève pas. C'est-à-dire qu'elle reste sous l'horizon. Et en fait, la pleine lune du mois d'août en Suède arrive peut-être 3-4 jours avant la pleine lune et repart après la pleine lune. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez la lune sur le mois que 6 jours, peut-être, ou 7 jours. Et cet été, autre constat, c'est qu'en fait, j'avais un très fin croissant de dernier quartier. Et en fait, pour moi, en fait, je m'étais jamais posé la question, mais sur le point cardinal où se lève la Lune. C'est-à-dire que pour moi, je disais, ça se lève à l'est, ça se couche à l'ouest. Voilà, et puis je me suis pas posé la question si c'était plutôt sud ou nord. Et il se trouve que la Lune, à ce moment-là, j'étais en train de photographier une aurore boréale en plein mois d'août, là. Donc j'étais vraiment en plein nord. Et en fait, la Lune, elle a dû se lever à 20 degrés du nord géographique. C'est-à-dire que là aussi, autre surprise, c'est que pour moi, je voyais pas pourquoi ça serait possible. Enfin, en tout cas, c'est pas possible sous nos latitudes ici que la Lune se lève très proche de l'horizon nord. Et en fait, selon les latitudes des lieux, il y a des configurations qui peuvent compliquer les choses. Et j'en parlais avec Denis Savoie, qui a été au micro, parce que je lui ai raconté mon constat, parce qu'il n'y avait pas forcément pensé aussi. Et on se disait que pour les observateurs, c'est-à-dire arriver à comprendre, c'est-à-dire quand on change de latitude, ça devait être très très compliqué quand même. Ouais. Voilà. C'est vrai que l'astronomie au niveau des pôles, elle est assez complexe et assez déroutante pour nous qui avons l'habitude d'observer à des latitudes plus moyennes. Alors Denis en parle dans sa cosmographie, on fait un petit coup de pub en même temps, mais on a aussi quelques articles dans la Revue du Palais qui traitent justement de ces presque anomalies de l'astronomie de position telle qu'on la perçoit en tout cas dans les régions polaires. Très bien, écoutez, merci. Cette chronique nous a emmené finalement assez loin de la Lune, mais c'était très intéressant. On passe au spectacle du ciel nocturne, si vous le voulez bien. Alors, le premier spectacle de ce mois de décembre, c'est une redite en réalité de ce qui s'est passé le mois dernier, peut-être un peu plus beau. La Lune se couche sous Vénus, et ça, c'est au crépuscule, Cyril ? Oui, c'est ça, c'est à la tombée de la nuit, là. Donc, le mois dernier, il faisait pas beau, sûrement. Donc, c'est pour ça, rebelote, là il fera beau, sûrement. Enfin, il fera beau quelque part, forcément. Donc le soleil se couche à 17h. La Lune à 19h30, elle est à 11%, donc c'est encore un fin croissant, tendant vers le premier quartier. Là. Donc je pense que si vous essayez de le photographier ou de le regarder vers 18h, c'est parfait. Hein. Là, ce que je proposerais, en fait, c'est d'utiliser le smartphone. C'est encore le plus simple. Hein. Maintenant, on a quasi tous un smartphone qui prend des photos dans la poche. Et donc, il suffit pour donc prendre à la fois Vénus et puis ce fin croissant de lune. Le truc, c'est ce qu'on a envie d'avoir, c'est quand même forcément, c'est la lumière cendrée. Donc, il faut arriver à doser. C'est-à-dire que l'appareil, votre téléphone, l'appareil photo du téléphone, va pas nécessairement avoir la bonne exposition du premier coup. Donc, je redis, je l'avais déjà un petit peu dit, mais donc il suffit de faire un premier point, c'est la mise au point, c'est-à-dire que vous, avec le doigt, vous
taper sur la Lune. Sur maintenant les nouveaux téléphones, alors pas le mien, mais les nouveaux téléphones, vous avez plusieurs possibilités de focales, 2 ou 3 focales. Donc là, vous pouvez mettre un peu le plus près le téléobjectif au final. Et donc, vous faites la mise au point, vous tapez du doigt, et après, avec votre index, vous pouvez soit monter, soit descendre, soit horizontal, soit vertical, pour doser en fait la lumière. Et vous allez comme ça arriver à doser de telle sorte qu'il y ait ombre chinoise pour avoir le premier plan, et puis la lumière cendrée qui apparaît, et puis Vénus qui restera un point forcément. Et facile à faire à main levée, ça marche sans problème là. Et ce qui est assez amusant à faire, une des photos qui est les plus jolies, c'est d'être deux, c'est de mettre un premier plan. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont. Alors un premier plan qui est en train de faire la photo, c'est ça ce que je voulais dire, pardon. Et non avoir un Sébastien à côté de soi que vous mettez devant. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses la photo. Et pour exemple, je sais pas, je pense que pendant les JO, vous avez tous vu, enfin on a tous vu les images de la vasque là. Et en fait, les plus belles photos, c'était celles où il y avait des gens au premier plan qui étaient en train, avec leur smartphone, de prendre en photo le truc que vous preniez aussi en photo. Donc ça donne une profondeur et c'est quand même une photo qui est très chouette. Donc ça raconte un peu plus une histoire. Ouais, voilà. Il y a une histoire, donc j'attends des photos de photos. Très bien. Merci. Donc ça, ce sera pour le 4 décembre. Ouais, le 3 ou même le 3, vous pouvez commencer le 3, mais le 4, c'est mieux. Ok, on passe au 7. Donc Jupiter passe à l'opposition. Donc on a déjà expliqué ce que signifiait une planète à l'opposition. C'est le moment où finalement elle est le plus proche de la Terre et surtout elle est visible toute la nuit. Ça fait déjà quelques semaines que Jupiter est la planète à observer. Sébastien, on peut s'attarder, si vous le voulez bien, sur cette planète. D'abord, à l'œil nu, c'est quand même un objet facile à repérer. Ah oui, ça fait partie des astres les plus lumineux du ciel. C'est incontestable, on ne peut pas la rater. Un éclat blanc qu'on ne peut pas rater. Pour l'initiation à son observation, eh bien, c'est très simple aussi, puisque une simple paire de jumelles permet déjà de mettre en évidence la présence de ces 4 plus gros satellites, Io, Europe, Ganymède et Callisto, qui tournent autour de Jupiter assez rapidement. Et donc, en quelques soirées d'observation, même en observant que 2 ou 3 minutes par soirée, vous redécouvrez ce que Galilée a vu en 1609-1610, à savoir le balai des satellites autour de la géante gazeuse. Satellites qui ne sont pas gazeux, eux, d'accord, ils sont rocheux. D'ailleurs, des missions spatiales font route régulièrement dans leur direction. Si vous avez une lunette d'initiation de 60 mm, c'est vraiment la lunette d'initiation par excellence. On n'en trouve plus beaucoup d'ailleurs. Aujourd'hui, souvent, les gens commencent avec des instruments plus importants. Et donc, à partir de 60 mm, toujours est-il que l'aplatissement de la planète devient parfaitement visible. Donc, planète gazeuse, elle fait un tour sur elle-même en une douzaine d'heures, 11 heures, je ne me rappelle plus. Jupiter, j'ai un trou de mémoire là. Et du coup, cette rotation rapide fait que l'aplatissement est très prononcé, bien plus prononcé que l'aplatissement de la Terre. Par exemple, avec un télescope de 200 mm, on voit clairement apparaître les bandes nuageuses parallèles à l'équateur de Jupiter, et la fameuse tache rouge devient perceptible dès qu'on observe avec un instrument de 80 mm par exemple. Et là, le soir du 7 qui nous intéresse, eh bien, si vous observez vers 21h, la tache rouge sera bien visible. Donc c'est ce grand anticyclone qui mesure entre 2 et 3 fois le diamètre de la Terre. Je ne l'ai pas rappelé, mais Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire. 1300 Terres peuvent tenir dans son volume, c'est vous dire qu'elle est grosse. Et même si Jupiter est énorme par rapport à la Terre, elle reste assez petite par rapport aux étoiles comme le Soleil, puisqu'il faut plus de 1000 Jupiters pour remplir le volume d'une étoile comme la nôtre. Et donc, ce que je disais, c'est que la tache rouge, observée depuis environ 300 ans, est donc visible ce soir-là à 21h. Mais si vous observez passé minuit, eh bien, la tache aura disparu, puisque je l'ai évoqué il y a quelques instants, Jupiter tourne vite sur elle-même. Et donc, vous avez, elle fait un tour en 10 heures. Et donc, vous avez cette tache qui parfois est visible, parfois n'est pas visible. Donc, si vous voulez observer cette tache, eh bien, prévoyez, vous allez sur un site de coordonnées, vous regardez un petit peu comment la tache peut se présenter à vous. Très bien. Une planète d'ailleurs vers laquelle, vous l'avez évoqué, il y a pas mal de sondes. Il y a une sonde en ce moment qui est en direction de Jupiter, c'est JUICE, il me semble exactement. bien. Et donc qui promet bientôt
belles photos. Et puis il y en a eu beaucoup récemment d'ailleurs. Oui, il y en a eu beaucoup. Et après, alors on parle des photos, ça reste extraordinaire. Jupiter, pour moi, c'est vraiment la planète que je préfère à l'observation. Et aussi en regardant, en rêvant sur les images envoyées par les sondes, que ce soit le survol des satellites, mais de Jupiter en tant que tel. On a répertorié plus de 80 satellites autour de Jupiter. Il n'y a pas que les 4 galiléens qu'on a évoqués tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est un monde à part entière, et c'est vrai que l'exploration de Jupiter et de ses lunes promet encore de très très grandes pages de l'astronomie. Cyril, on peut photographier Jupiter, surtout en ce moment ? Oui, on peut photographier. Alors il y a peut-être un truc qui est encore plus, enfin pas plus rigolo, mais pour avoir le plus de chances de faire une belle image, en fait, c'est presque de faire de la vidéo maintenant sur nos appareils. C'est-à-dire que la vidéo, en fait, à 30 images secondes, permet de passer outre la turbulence atmosphérique. Donc ça va permettre sur, je sais pas, si vous faites 5 minutes de photos, de sélectionner les images parmi la séquence vidéo qui sont les plus nettes, donc dans ce qu'on appelle les trous de turbulence. Il y a eu des numéros spéciaux d'ailleurs de Ciel Espace, là, les hors-série sur la photo. Donc si vous êtes abonné, vous pouvez aller rechercher ces numéros. Sinon, je pense que vous pouvez encore les commander. Je pense que Jean-Luc Devergne avait raconté un petit peu comment, à partir d'une séquence vidéo, récupérer ces images. Donc c'est des logiciels libres. Hein. Donc il y a AutoStacket là, qui permet de sélectionner vos images. Et puis il y a d'autres logiciels par la suite comme Registax qui va vous permettre de compiler ces images et puis faire les traitements en ondelettes, etc. Donc là, il faut vraiment aller plutôt sur c'est un mode expert, hein, donc il faut aller éventuellement sur des tutos. Je pense que Jean-Luc a dû donner des explications ou même des vidéos que vous pourrez retrouver via le site de Ciel Espace. Et donc c'est vraiment assez simple, c'est-à-dire qu'il faut quand même la bonne focale et puis vidéo, et puis vous sélectionnez ces images et vous compilez. Oui, je confirme qu'on a fait des tutos et j'ai moi-même réussi à faire une photo de Jupiter assez sympa alors que je suis pas du tout astrophotographe, donc c'est dire si c'est trop facile. Jean-Luc a bien expliqué le truc. Donc dans nos hors-séries, et puis faites aussi sinon une recherche sur notre site parce que j'ai pas en tête là précisément les adresses web sur lesquels on parle de tout ça. On passe au 8. Le 8, une autre planète géante, Saturne, est en conjonction avec la Lune. Vers quelle heure faut-il chercher la Lune, Cyril, et quelle est sa phase ? À la tombée de la nuit, là, c'est une phase de premier quartier, là, elle est à 51%. À 18h45, donc ça passe au méridien à 35 degrés au-dessus de l'horizon. Et puis voilà. Donc finalement la Lune est assez facile à repérer, on est d'accord. Il y a la Lune, il y a Saturne juste à côté, donc ça devrait être quand même relativement facile. Elles sont à 4 degrés l'une de l'autre, si c'est ça, je peux rajouter ça. Et on peut les photographier ensemble, ça vaut Bon, ça a peu d'intérêt en réalité. C'est plutôt à regarder à l'œil et de se dire le point qui est là, c'est Saturne. Parce qu'en réalité, c'est-à-dire que la Lune est quand même relativement brillante. Donc pour arriver à sortir, et puis c'est loin l'un de l'autre, hein, c'est pas la Saturne passe pas comme au mois d'août derrière la planète là. Donc il va falloir arriver à faire un dosage entre les deux, ce qui est pas si simple. Bon, ça vaut le coup de le faire, mais c'est sans plus, je pense. Ok, alors voilà. On passe directement au 14, puis au 17 d'ailleurs, parce que c'est un peu, les deux événements sont liés. La Lune visite successivement Jupiter puis Mars. On peut peut-être en profiter, on a parlé de Jupiter tout à l'heure, mais cette fois-ci, Sébastien, on pourrait peut-être en profiter pour dire un mot sur la planète rouge. Elle est dans quelle constellation en ce moment, et qu'est-ce qu'on peut voir sur Mars si on tourne un instrument vers elle ? Alors, c'est vrai qu'on s'approche en plus de l'opposition, encore cette fameuse période propice aux observations. Ce sera au mois de janvier, donc c'est dans moins d'un mois, le 7 janvier. Donc c'est là où théoriquement l'observation de Mars sera la plus pertinente. Le truc, c'est que les oppositions martiennes ont lieu un peu plus de tous les 2 ans, mais elles ne se valent pas toutes puisque les orbites sont fortement elliptiques, et donc on a des oppositions très favorables comme en 2003 ou en 2010 et des oppositions nettement moins favorables, et malheureusement c'est ce qui nous tombe dessus cette année. Et c'est rageant parce que Mars, en gros, on ne peut vraiment l'observer que pendant 2-3 mois tous les 2 ans, quoi.
Et quand c'est l'opposition, donc là c'est une opposition, mais c'est pas un grand cru. Ouais. Voilà, c'est pas un super millésime, mais on va pas bouder non plus l'observation, ce que vous évoquiez. Donc pour observer cette Mars qui aurait pu être d'un diamètre apparent beaucoup plus important de ce qu'il sera, puisque pour petite information, lors des oppositions les plus favorables, la distance Terre-Mars est de 57 millions de kilomètres. Et les oppositions les moins favorables, c'est un peu plus de 100 millions de kilomètres, donc c'est le double quasiment de distance. Et là, rendez-vous compte, l'opposition qui nous intéresse le 7 janvier, on sera à 96 millions de kilomètres. Donc c'est vraiment dans les oppositions les moins favorables finalement. Il n'empêche que Mars brillera toute la nuit, donc regardez-la quand même parce qu'il faudra attendre encore 2 ans pour la revoir, cette planète, avec un... Alors à l'œil nu, bien sûr, on la voit, il faut commencer par l'œil. La couleur ocre est clairement visible à l'œil nu, avec une paire de jumelles aussi. Et avec un télescope, eh bien, à moins d'avoir un très gros télescope, vous ne verrez pas de gros détails à la surface de Mars. C'est vraiment à partir de 200 000 mètres d'ouverture, avec un grossissement d'au moins 200 fois. Donc il faut vraiment une atmosphère très calme, très peu de turbulence. Il faut vraiment essayer de grossir au maximum, parce que Mars est quand même assez brillant, donc il faut tenter le coup. Et là, vous avez des régions géologiques qui apparaissent comme Syrtis Major, une grande zone sombre, bien sûr. Et puis, vous avez la région très pâle de Hellas qui apparaît et qu'il ne faut pas confondre avec la calotte polaire qu'on voit facilement à l'oculaire d'un instrument. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand on observe Mars dans un 200 mm, que la calotte polaire est clairement identifiée, eh bien, vous pouvez déterminer dans quel hémisphère se trouve l'été et l'hiver sur Mars. Ça dépend quelle calotte vous allez observer, un peu comme sur Terre, où le développement des calottes eh bien, varie finalement au gré des saisons. C'est la même chose pour Mars, mais attention, voilà, on a ce bassin de Hellas très clair qui est souvent pris pour une gigantesque calotte sud, donc il faut faire attention. Donc l'observation instrumentale, elle est bien sûr à conseiller, mais le gros conseil d'observation, c'est d'attendre une opposition plus favorable. Très bien, écoutez, si vous n'avez jamais vu Mars et que vous venez d'obtenir un instrument, quand même tournez-le vers la planète rouge, et puis ça vous préparera effectivement aux prochaines oppositions qui seront sans doute plus favorables. On passe au 25, enfin, avec Mercure, qui est à son élongation ouest maximum. Ça signifie qu'elle est visuellement la plus éloignée du Soleil actuellement. On peut donc tenter de l'observer le matin avant que notre étoile ne se lève. Est-ce que c'est bien ça, Cyril ? C'est exactement ça. C'est carrément le bon moment. Pendant 3 semaines, en fait, ça va être le moment d'essayer de bien l'observer. Elle se lève un peu avant 7 heures, donc pour Mercure. Elle est d'un éclat, une magnitude de 0, donc c'est quand même plutôt un truc qui brille. Alors elle est quand même basse sur l'horizon, forcément. Le Soleil, lui, va se lever à 8h43, donc presque 1h45 après. Donc ça vaut le coup d'essayer d'observer. C'est pile sud-est. Et il faudra faire attention à un truc, c'est qu'il y a Antares quand même. Elle est dans le Scorpion, là, et il y a Antares pas loin. Alors, en fait, elle est au-dessus d'Antares. C'est-à-dire que ça va être aussi votre point de repère. C'est-à-dire que si vous repérez un point un peu rougeâtre, c'est plutôt Antares. Et il va falloir chercher un peu plus d'un champ de jumelles au-dessus. Moi, à l'œil nu, je ne l'ai jamais vu. En revanche, aux jumelles ou un télescope, je l'ai vu. Voilà. Très bien, puis on peut rappeler aussi, puisqu'on est en décembre, que le 1er décembre, la sonde Bepi Colombo a survolé Mercure pour la 2e fois, et la première photo a été envoyée en septembre, on s'en souvient. Donc si vous voulez avoir un petit effet sympa, regardez Vénus à l'instrument et regardez cette photo qui a été prise par la sonde Bepi Colombo le 1er décembre. Écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Comme chaque mois, c'est l'heure de votre chronique photo. Cyril, vous nous donnez chaque fois un conseil d'observation. Vous nous invitez à réaliser une photo du ciel. Ce mois-ci, vous nous parlez de quoi ? D'un cadeau de Noël, c'est Noël. Ah bah oui, c'est Noël. Forcément. Il se trouve qu'il y a quelques mois, j'encadrais les rencontres de photographique de Carcan là, pour la FA. Et il y a eu plusieurs personnes qui ont été embêtées par un truc classique, en fait. Alors, je vous explique le truc classique. C'est qu'un pied photo, donc ça, vous voyez ce que fait, le trépied, il y a une rotule qui est au-dessus. Alors, souvent, maintenant,
on a quasi tous des rotules qui sont des rotules, une rotule un petit peu standard, qui est une sorte de boule sur lequel il y a un plateau avec une attache rapide. Et voilà, c'est des pieds photos qui sont assez légers. Quand on va se promener, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et il se trouve que sur ces rotules, on a donc un niveau qui va vous permettre de bien positionner votre trépied si vous voulez faire du panorama, par exemple, qui va vous permettre d'accrocher votre appareil soit en mode portrait, soit en mode paysage. Et il se trouve que si vous mettez directement la platine de cette rotule sur votre appareil photo et que vous passiez de mode portrait à mode paysage, il y a toutes les chances que ça tape dans le trépied, dans la base du trépied. En fait, ce qui se passe, c'est que les boîtiers sont de plus en plus petits, mais en réalité, il manque un petit centimètre pour éviter de taper. Donc, on se retrouve à dérégler en fait la mise à niveau pour arriver, et ça complique les choses quand on veut faire donc forcément un panorama. Donc, il y a un cadeau à se faire qui va de 20 € à un peu plus, enfin quelques dizaines d'euros, voilà, qui est en fait une sorte de platine en L, qui est une interface entre l'appareil photo et la rotule, qui va vous permettre en fait d'accrocher soit à la verticale, soit à l'horizontale, directement sur le trépied, sur la rotule. Donc ça, c'est quelque chose d'assez pratique et il est adapté à tous les appareils photo. Alors il y en a des standards, il y en a qui sont directement liés à la marque de votre appareil. Il y a certains systèmes qui vous permettent en fait de passer d'un boîtier à l'autre parce qu'en fait vous pouvez les étirer. Enfin, il y a plusieurs modèles et je pense que pour certaines personnes qui étaient aux rencontres photographiques de Carcan, ça va être une révolution pour eux. Il faut absolument qu'ils aient ça à Noël. Il y avait des fois, un petit détail peut tout changer. C'est vraiment intéressant. Donc cette petite astuce. Nous approchons de la fin de cette émission. Cyril, Sébastien, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur, un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un festival, un astronome. Vous avez le choix du moment que ça a évidemment un rapport avec l'astronomie. Sébastien, qu'avez-vous choisi ce mois-ci ? Des cadeaux de Noël. Non. Bah oui. Mais pas le même. Le mien ? Non, pas le même. Je l'ai déjà, celui-là. Ah, mais je le veux bien. Non, quelques cadeaux astro. Des fois, on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut offrir ? Et en fait, vous avez la marque Hemispherium qui développe des reproductions en métal ou en laiton, parfois, d'anciens instruments de mesure, comme les astrolabes, des sphères armillaires, des cadences solaires. Ça commence à une centaine d'euros, ça va jusqu'à 250 €, donc ça peut paraître un peu onéreux, mais c'est des objets assez beaux, historiques, scientifiques, décoratifs, tout comme on veut. Et donc, moi, j'ai jeté mon dévolu sur un astrolabe. Je vous rappelle que c'est une représentation plane de la sphère céleste, finalement. Donc, c'est un instrument antique, de toute façon, rendu célèbre quand même par l'astronomie arabe, notamment, ou arabo-perse, devrais-je même plutôt dire. Et donc, vous avez sur les jolis astrolabes la mesure de la hauteur des astres, une belle araignée où sont positionnées certaines étoiles. Les astrolabes sont calculés pour une latitude donnée. Donc, voilà, faut l'avoir en tête. Si vous ne connaissez pas l'instrument, que vous souhaitez vous initier à l'observation avec un astrolabe, déjà, c'est un peu compliqué. Et en plus, c'est pour une latitude très donnée. Donc, voilà, gardez-le comme objet purement décoratif, à poser dans une bibliothèque, par exemple. Ah non, mais c'est pas mal l'idée d'apprendre à s'en servir quand même. Bien sûr, bien sûr. Et vous allez même faire un petit peu de vocabulaire en astronomie, parce qu'il va falloir apprendre pas mal de termes, notamment pour l'astronomie de position. Et donc, c'est une très bonne école. Effectivement, vous achetez un astrolabe, une copie d'astrolabe, et un bon bouquin à côté qui vous explique comment fonctionne l'instrument. Ça peut être assez intéressant. Et c'est un cadeau qui va vous durer toute l'année, pourquoi pas, si vous voulez vraiment comprendre comment il fonctionne. Il y a des cours en ligne où vous pouvez même calculer un astrolabe à votre latitude d'habitation. C'est également assez intéressant à faire. Le deuxième cadeau que je proposerais bien aux gens pour Noël, c'est le thermomètre de Galilée. J'en parle parce que plusieurs fois on me demande, mais Galilée, il a inventé un thermomètre. Non, en fait, le thermomètre de Galilée, c'est un hommage à Galilée, mais c'est pas lui qui a inventé ce thermomètre. Et donc, pour que vous vous rendiez compte de quoi il s'agit, le thermomètre de Galilée, en général, il se présente de la manière suivante. Vous avez une espèce de cylindre en verre où on trouve à l'intérieur un liquide, et dans le liquide vous avez différentes boules parfois colorées qui sont en suspension, qui flottent, et dont les niveaux d'élévation
vont avoir une indication sur la température ambiante. Alors, c'est un jeu en fait de liquides de différentes densités dans ces ampoules qui se trouvent dans le cylindre en verre et qui permettent, en fonction de la température, d'avoir différents niveaux de flottaison. C'est assez décoratif. Il faut un peu de place. Ouais, il faut un peu de place. C'est un peu précis. Oui, il faut un peu de place, mais c'est pas non plus quelque chose qui fait... le diamètre du cylindre, le diamètre, c'est 10 cm de diamètre au maximum. Et la hauteur, oui, c'est entre 50 cm et 80 cm pour certains. Et on en trouve même gratuit, puisque j'en ai récupéré un sur un trottoir il y a quelques semaines. Donc il y a les encombrants qui passent, vous allez tous avoir chez moi, les encombrants passent tous les 3 mois ou 2-3 mois. Il y avait un thermomètre de Galilée qui fonctionnait et il est chez moi posé sur la cheminée. Donc ça marche très bien. Bon, et sur la cheminée, c'est pas hyper fiable. Hein. Non, c'est sûr, mais elle est éteinte pour l'instant. L'hiver, c'est pas. Et Cyril est très pointu sur les thermomètres de Galilée, parce que si je me souviens bien et si nos auditeurs fidèles nous suivent avec réellement fidélité, vous aviez déjà proposé ce cadeau. Ah ouais, je m'en rappelle plus du tout. Alors là, le jeu pour nos auditeurs, c'est essayer de nous trouver dans quelle émission Cyril avait proposé ce thermomètre de Galilée. Allez, on passe au cadeau, non, peut-être pas au cadeau, d'ailleurs au coup de cœur de Cyril pour ce mois de ça décembre. peut être un cadeau pour la famille, effectivement. C'est les aurores boréales, là, c'est vraiment le moment, en fait. Hein. Offrez-vous une aurore boréale. Offrez-vous une aurore boréale. Alors, il y en a pour toutes les bourses, au final, parce que depuis le 10 mai de cette année, on en a vu une sur le week-end de l'Ascension, là, qui était complètement incroyable, où tout le monde l'a vu. Il y en a une autour du 12 août, il y en a eu encore en septembre, et puis ça continue. Donc, c'est-à-dire que... Alors, quand je dis... On a vu, c'est en France, je voulais dire. Pardon, j'avais pas tout précisé. On peut espérer en avoir encore. Alors, par contre, il faut être quand même courageux, c'est-à-dire qu'il faut les applis dont j'ai parlé là sur Aura, etc. Vous pouvez vous créer des alertes en fait, c'est-à-dire que dire à partir de quel indice, quelle valeur capée en fait qui est l'indice qui va vous permettre de savoir si vous sortez ou pas. En gros, quand vous êtes en France, c'est-à-dire qu'il faut le mettre à peu près à 8 là. Si vous êtes à 8, vous savez qu'il y a une petite chance. Par contre, il ne faut pas vous attendre à ce qu'on voit sur les revues ou complètement. C'est-à-dire que quand vous êtes en France, ce que vous allez voir, c'est effectivement un petit peu de verdâtre sur l'horizon, mais qui est plutôt grisouille, tendant vers le verdâtre, et vous allez voir des stries dans le ciel qui se déplacent, vraiment ces stries, ça on le voit, mais vous voyez pas le rose, le violet, le vert fluo, enfin le vert stabilo, etc. On l'a vu un peu pour les plus belles en photo. Alors en photo on l'a sans problème. Ouais. En photo vous les avez à fond, il n'y a pas de problème, mais c'est-à-dire que pour voir vraiment à l'œil nu le truc fluo où on en prend plein les mirettes et ça bouge, on a l'impression de voir un pianiste jouer sur des touches de piano parce que ça s'éclaire, ça se déplace dans tous les sens. Là, il faut vraiment aller plus au nord en fait. Et se faire un cadeau. Et se faire un cadeau. Un gros cadeau. Il y a plusieurs solutions. Bon, il y a la solution de prendre un billet et d'être autonome. Il y a l'AFA qui organise maintenant 2 voyages. Hein. Il y a des voyages en Finlande, il y a des voyages en Islande qui sont encadrés par des animateurs d'astronomie qui vous racontent des choses et par des guides de montagne, enfin des gens sur place. Donc c'est vraiment le moment parce que au final c'est quasi tous les... Enfin, sur les pays qui sont vraiment dans la bonne zone boréale, on va dire que là c'est quasi tous les soirs, il faut juste qu'il fasse beau. Voilà. Et puis en France, là, si vous restez en France, faut être à l'affût et de se dire je suis d'accord pour faire 100 km ou 200 km, sachant que ça peut durer la dernière à Strasbourg qui devait être vers le 8 ou 10 septembre, là, ça a duré que 5 minutes en fait. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment être au bon moment, dessous, qu'il fasse beau, que vous ne soyez pas loin, etc. Et viser surtout les moments où il n'y a pas de lune, toujours. Hein. Très bien, donc si vous voulez assurer le coup, que vous voulez vous faire peut-être un énorme voyage, allez jusqu'en Norvège, pourquoi pas, pour aller voir les aurores. Écoutez messieurs, on a fini avec les éphémérides radio de ce mois de décembre. Merci pour vos précieux conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui a réalisé cette émission avec beaucoup de courage, parce qu'en fait on vous épargne toutes les coupes, toutes les redites, etc. C'était un carnage, il a fait un énorme travail de montage. Cette émission était présentée comme chaque mois par David Fossé. Nous vous donnons rendez-vous en 2025. D'ici là, songez à vous abonner ou vous réabonner. Merci pour votre fidélité à Ciel et Espace et très bonne fête à toutes et à tous.